Nous sommes en 1982. Blade Runner et The Thing échouent au box-office, Herzog sort enfin Fitzcarraldo après un tournage aussi démentiel que maudit. Scorsese se paye un des plus gros beats de sa carrière avec La Valse des Pantins, et un certain Terry Gilliam sort avec son collectif Monty Python le long métrage Le Sens de la vie. Monty Python, c'est déjà une institution auprès du public. Après leur triomphe à la télé avec Flying Circus, la bande est passée au cinéma. Sacré Graal et La vie de Brian sont déjà passés par là, et ce nouvel opus ne fera pas exception à la règle, succès commercial, mais aussi triomphe critique. Le Sens de la vie rafle le Grand Prix au Festival de Cannes, devenant une des seules comédies de l'histoire à gagner ce titre à Cannes. Bien qu'il s'agisse d'un collectif, Terry Gilliam a déjà commencé son aventure en solo avec Jabberwocky et Bandy Bandy. Mais avec Le Sens de la vie, il va passer un cap. En réalisant seul le segment d'ouverture d'une quinzaine de minutes, il présente un monde terne, inquiétant, fait de fonctionnaires vieillissants, de chefs tyranniques. Personne ne s'en doutait à l'époque, mais ce segment-là annonçait la pierre angulaire de ce qu'allait devenir le cinéma de Terry Gilliam. Thématique, style visuel, ce segment intitulé The Crimson Permanent Assurance voyait germer les prémices de ce qui deviendrait 3 ans plus tard Brasil. Thank you. Peu de temps après Le Sens de la vie, Gilliam coécrit une première version de scénario avec Charles Alverson, qui était déjà son co-scénariste pour Jabberwocky. Rapidement pourtant, Gilliam va écarter Alverson et préfère s'entourer du romancier dramaturge Tom Stoppard ainsi que de Charles McKeown, avec qui Gilliam travaillait déjà en 1979 pour La vie de Brian et qu'il retrouverait par la suite jusqu'en 2009 avec l'Imaginarium du Dr Parnassus. L'éviction de Charles Alverson pose déjà le premier problème de ce projet maudit. Alverson trouve la situation totalement injuste. Écarté sans la moindre forme d'après ses dires, il a certes été payé pour son travail, mais il ne sera même pas crédité au scénario lorsque le film sortira. S'ensuivra une lutte acharnée entre l'auteur et le cinéaste, le premier accusant le second de n'avoir aucune considération pour ses collaborateurs et de voler de nombreuses idées non créditées au passage. Si Gilliam ira jusqu'à nier publiquement la moindre présence d'Alverson sur le projet durant plusieurs décennies, la publication en 2001 du livre Brasil, The Evolution of the 54th Best British Film Ever Made, présente au public ce fameux premier jet de scénario, avec la preuve de la présence de Charles Alverson dans le développement initial. Au passage, interrogé pour le livre, Alverson ne cesse de critiquer la version finale du scénario, tout comme le film de Gilliam. Quoi qu'il en soit, Gilliam et ses deux co-scénaristes officiels terminent une version aboutie du script en 1983 et lancent le projet. Se pose alors la question du titre. L'année 1984 approche et Gilliam veut tout d'abord appeler son film 1984 et demi. Triple clin d'œil, puisqu'il fait référence à ce que Gilliam espère être l'année de sortie de son film, au classique de George Orwell, mais aussi au film 8 et demi de Federico Fellini. Immense fan de Fellini, Gilliam le décrit comme une de ses plus grandes sources d'inspiration. Et petit aparté pour la référence à Orwell, dans les commentaires audio de l'édition Criterion du film, Gilliam admet que s'il aime la sonorité du titre 1984 et ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif, il n'a jamais lu le classique d'Orwell. Nouveau problème à ce stade. Une adaptation cinéma de 1984 entre en chantier et il est désormais impensable de sortir coup sur coup deux films dont les titres seraient similaires à ce point. De plus, les ayants droit du roman 1984 auraient posé leur veto, d'après certaines versions. Viendront alors une série de titres potentiels, The Ministry of Torture, dans l'esprit mais peut-être un brin trop macabre aux yeux des producteurs, How I Learned to Live with the System So Far, très drôle et assez dans l'esprit des Monty Python mais sûrement jugé un peu trop long, et mon préféré du lot, So That's Why the Bourgeoisie Sucks. Clair, net, précis, mais encore une fois, peut-être un peu trop rentre-dedans pour les cadres hollywoodiens. Après tout, il faut bien vendre le projet, et le titre, c'est une étape importante du marketing. Finalement, le titre Brasil est retenu en lien avec la piste Aquarela do Brasil, une chanson populaire brésilienne datant de la fin des années 30, qui est utilisée dans le film et dont l'ambiance tropicale et lumineuse contraste drastiquement, et évidemment avec ironie, par rapport à l'univers du film.
Le titre est venu à Gilliam alors qu'il était à Port Talbot dans le pays de Galles. Il observait les ouvriers descendre les livraisons de charbon sur le port, et en voyant la plage noire, recouverte de poussière de charbon, il s'est imaginé son personnage assis à cet endroit, seul, qui entendrait pour la première fois de sa vie la chanson du film. I had this image of somebody sitting there with a radio, and as he was tuning in the radio, he got these Latin American songs, and he'd never heard anything like that in his life. And it was a total contrast to the world that he lived in, and became obsessed by this music, by the possibility of this world that was out there. Une fois l'écriture fixée, le casting fut rapidement finalisé. Si Tom Cruise avait rapidement été envisagé pour incarner Sam Lowry, l'acteur ne se présente même pas le jour du test. Entre-temps, Gilliam décide que son personnage principal doit être un peu plus âgé, et c'est finalement Jonathan Pryce qui semble être une évidence aux yeux de tous pour ce rôle. Robert De Niro montre initialement un grand intérêt pour le projet, et il veut initialement incarner le rôle de Jack Lint. Gilliam, lui, préfère confier ce rôle à Michael Palin, son ami et collaborateur des Monty Python, mais il parvint tout de même à convaincre De Niro à incarner Harry Tuttle. Notons au passage que Gilliam a détesté travailler avec De Niro qui posait beaucoup trop de questions à son goût. De Niro prenait 25 à 30 prises pour ses scènes, là où la plupart des autres acteurs n'en demandaient que 3 ou 4. And it was, I don't know how many takes we did. Just, I think Bobby, he'd been up till at 4 in the morning, we were told later, in his costume. And that kind of nervousness. Mr. Lowry. Lowry. Is that it, Terry? Is it Lowry? Yeah, Lowry. Bob, we can't see your face. Just keep going. No, I better do it again. Okay. A l'inverse, De Niro a adoré l'expérience et a affirmé qu'il retravaillerait avec plaisir pour Gilliam s'il lui en donnait l'occasion. Et puis autre point non négligeable, côté salaire, De Niro n'avait pas de quoi se plaindre puisqu'il a touché 660 000 $ pour 2 semaines de tournage, 3 fois plus que ce qu'a touché Jonathan Pryce pour le rôle principal. Autre anecdote, la jeune actrice jouant la fille de Michael Palin dans cette scène de bureau est jouée par la fille de Terry Gilliam qui avait 4 ans à l'époque du tournage et qui elle aussi a absolument détesté l'expérience. Le rôle de Jill Layton fut celui qui causa le plus de problèmes. Jamie Lee Curtis, Rosanna Arquette, Rae Dawn Chong ou encore Madonna furent considérés avant que Kim Grace ne soit choisie. Cela dit, après coup, Terry Gilliam fut déçu par la performance de Kim Grace et décida de couper plusieurs de ses scènes de son montage final. Enfin, pour incarner la mère de Laurie, Catherine Hellmond était le choix parfait. Cependant, l'actrice a souffert pour le rôle. Pour avoir la peau élastique et étirable qui rend son personnage accro à la chirurgie esthétique si identifiable, elle devait porter un masque collé à sa peau 10 heures par jour. Entre la chaleur des spots, le tournage, la fatigue, des cloques apparurent sur son visage et son médecin lui conseilla de ne plus jamais porter ce masque. Elle parvint quand même à finir son tournage malgré la douleur et les problèmes de peau qui persistèrent plusieurs semaines après avoir fini son rôle. Une fois cette préparation terminée, le tournage est enfin lancé en novembre 1983 pour un budget de 15 millions de $. Alors si on compare aux autres productions de l'époque, on est certes à des années-lumière des 40 millions de Dune, mais pas si loin de Retour vers le futur et ses 19 millions, et même plus que Star Trek 2 avec ses 11 millions de $. Au final, si on remet en perspective, sans être un budget énorme, Gilliam se voit quand même donner les moyens de faire honneur à ses ambitions. Si les producteurs lui fixent 5 mois de tournage au maximum, Gilliam va largement dépasser les délais et prendra 9 mois et demi afin de satisfaire son sens aigu du perfectionnisme. Il va cependant toujours se débrouiller pour ne pas dépasser le budget accordé malgré les retards. Le cinéaste refusait de faire une esthétique futuriste classique et optera plutôt pour un rétro-futurisme que le critique James Berardinelli décrira plus tard comme une vision des années 80 qu'aurait pu avoir un cinéaste des années 40. Toujours sur les commentaires audio, Gilliam confirme d'ailleurs cette envie de ne pas fixer d'époque précise. No, it's actually set in both the past, present and future. I was trying to do in a way what I do in the cartoons where it's like a collage where you mix engravings and paintings and everything. So I was mixing the past, present and future all in one thing. Pour coller à sa vision de l'univers, Gilliam n'hésitera pas à tourner dans des endroits atypiques. Plusieurs séquences urbaines sont tournées en France, aux espaces d'Abraxas.
Afin de donner à la chambre de torture cette impression inquiétante de salle infiniment grande de laquelle aucune issue n'est envisageable, il tourne dans une tour aéro-réfrigérante. Pour la petite histoire, cette tour a depuis été détruite et un magasin Ikea se trouve désormais sur ces lieux de torture. Au niveau du design de la ville, Gilliam l'imagine comme une sorte d'organisme géant. And so, by making this place almost a living organism, this great machinery of the city, it's a mixture of machinery and organic viscera. Technicien aguerri, Terry Gilliam a toujours été passionné de grands angles, de plans débulés. Il ne fera pas exception ici. Il tourne notamment avec un objectif kinoptique 9.8 mm, une nouveauté à l'époque, et le tout premier objectif à permettre un grand angle vraiment très large qui ne déforme pas les coins autant qu'un fisheye. Pour s'adapter à ces caméras, Gilliam fait construire des décors plus grands qu'initialement prévus. Il accentue à l'extrême à quel point l'humain est minuscule au milieu de décors froids et grotesques. Ces défis techniques frôlent l'absurde par moments. Par exemple, pour ce plan de la chambre de torture que l'on connaît très bien. Le timing était crucial. Il fallait aller très vite sans donner la nausée au spectateur. La solution trouvée était de tourner en 4 images par seconde. Résultat, les acteurs devaient jouer 6 fois plus lentement que d'habitude, expliquera le cinéaste. Et pour ajouter un petit défi supplémentaire, histoire de ne vraiment pas se donner la chance de réussir facilement, la plateforme était suspendue à plus de 10 mètres du sol. Pour les effets spéciaux, Gilliam fait notamment appel à George Gibbs, qui avait déjà travaillé sur Flash Gordon, Conan le Barbare, Le Sens de la Vie, Indiana Jones, et qui s'illustrerait par la suite avec Roger Rabbit ou Alien 3. Richard Conway, de son côté, s'occupait des modèles réduits. Lui aussi, il avait travaillé sur Indiana Jones, Conan le Barbare, mais ses 2 plus grandes réussites à mes yeux seraient La Petite Boutique des Horreurs en 86, ainsi que Les Aventures du Baron de Munchausen en 88, qui marqueraient au passage ses retrouvailles avec Gilliam. La scène des monolithes, par exemple, posait de vraies difficultés techniques. George Gibbs expliquait à Cinefex le processus en ces termes. Puisque Terry voulait avoir des plans en plongée et en contre-plongée, impliquant des panoramiques verticaux, une maquette du paysage faisant 8 mètres de large sur 18 mètres de long a été construite. La maquette était installée sur une plateforme à environ 3 mètres dans les airs afin de nous permettre de pousser les monolithes vers le haut grâce à un système de pression hydraulique. Après chacune des prises, tout le décor de surface, c'est-à-dire le gazon et les arbres, devait être entièrement reconstruit. Notons au passage que dans le script initial, Sam transportait Jill au-dessus d'un océan de globes oculaires. Une vision terrifiante pensée comme un hommage à Dali, que Gilliam avait même réussi à négocier auprès de son producteur, Arnon Milchan, mais qu'il préféra couper lui-même, jugeant le résultat décevant visuellement. I seem to do this in every film. There's a great sequence that gets lost, and the eyeball sequence is one. Some things had to go. And unfortunately, the eyeball sequence went. It's much easier to imagine amazing places and things, and when you actually put it on film, it's not quite as good as you imagined. Malgré tous ces défis techniques et des inconvénients plutôt mineurs, tout semble aller pour le mieux à ce stade. Mais c'est à ce moment-là que commence la deuxième histoire de Brésil. Et cette histoire, c'est la guerre qui opposa Terry Gilliam à Sidney Sheinberg, président et directeur d'Universal à l'époque. So the irony was that we ended up in exactly the bureaucracy that Brazil was making fun of. And they were rigid and they were powerful. Mais ça, on le verra dans la seconde partie de ce Flopbuster. Commencez à avoir l'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour cette seconde partie. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter, à vous abonner. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, bref, on se retrouve un peu partout. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee et je vous dis à la semaine prochaine.